Merci Christine. Donc, comme tu l'as très bien expliqué, hein, aujourd'hui, les professionnels doivent se structurer pour organiser la collecte des données, puisque leur première responsabilité est donc de transmettre ces informations à leurs clients distributeurs, puisque repose sur eux cette responsabilité de transmettre l'information aux consommateurs. Et donc Ménoir Lounès, qui est donc administrateur référentiel de la centrale Provera France, va venir donc témoigner de la manière dont cette obligation est appréhendée au sein de sa société. Et il est notamment coprésident du comité GS1 sur les données INCO et donc a particulièrement contribué à toutes ces réflexions qu'on a pu vous exposer ce matin. Bonjour à tous. Donc la présentation a déjà été faite. Je vais simplement faire un petit complément pour vous dire que ça fait bientôt 24 ans que je suis dans le groupe Cora. Donc je suis rattaché à la centrale d'achat Provera qui sert les hypermarchés Cora et les supermarchés Match. Je vous précise également que donc actuellement je suis l'administrateur du référentiel, on va dire l'administrateur de la base de données de référencement des produits, mais que j'ai un parcours métier. C'est-à-dire que j'ai commencé en tant que chef de rayon, j'ai enchaîné en tant qu'acheteur, en tant que marketing et en tant que chef de projet. Je précise souvent ce parcours pour faire comprendre qu'une bonne gestion, si je peux me permettre de le dire, de ce domaine de gestion des données, notamment quand il s'agit de mettre en place des outils, mettre en place des process, il est crucial que ce soit un point de vue métier qui permette de piloter ces chantiers et pas seulement un point de vue informaticien. Parce qu'on a très souvent tendance dans les différentes sociétés de confier les projets de base de données à des informaticiens. Alors dans le cadre de la distribution, il était vraiment essentiel que la problématique métier soit réellement appréhendée de manière, on va dire, très efficace, en tout cas donc très proche du terrain, très proche des problématiques commerciales au travers des différents outils, différents process. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un témoignage par rapport à la façon dont notre groupe a mis en œuvre la dématérialisation de la fiche produit. Et je vous ferai effectivement un focus sur l'actualité chaude qui est la mise à disposition de ces données INCO, donc information consommateur, par rapport au règlement 69. Dans notre métier de distributeur, nous référençons des produits à l'issue de certaines négociations. Et ce qui illustre le référencement, en tout cas ce qui est le support de ce référencement, c'est la fiche produit. Et c'est pour ça qu'on la qualifie, nous, justement, cette fiche produit électronique, comme étant à la fois le support de la qualité des données, mais également de la collaboration fournisseur-distributeur. Parce que c'est vraiment dans cet axe-là que nous nous plaçons. Quand on parle de fiche produit électronique, alors ce concept, il est apparu justement en l'an 2000, où avec les nouvelles technologies, on trouvait quand même assez effarant de devoir ressaisir des données qui étaient saisies par les industriels, et d'autant plus que dans la grande distribution, on a trois aspects qui nous caractérisent par rapport à la gestion des données qui sont assez particuliers. Le premier, c'est la volumétrie. Vous savez, quand un industriel gère sa gamme de produits, il a entre 10, 20, 100, 200, 3000. Je crois qu'on est à 3000 à peu près chez Mondelez. Bon, il y en a qui sont peut-être à 5000. Vous savez combien en gère un distributeur? Sur une année, on est amené à en gérer 250 000. Alors je parle alimentaire et non alimentaire, puisque j'ai la vision sur les deux. Sur l'alimentaire, on est amené à gérer à peu près 150 000 produits sur une année. Donc on a une dimension en termes de volumétrie qui est phénoménale. Et du coup, cette opportunité de dématérialiser, elle est réellement évidente. On a deux caractéristiques dans la grande distribution. C'est qu'on a un process multi-acteurs, donc il y a les industriels, mais chez les distributeurs, il y a la partie logistique, il y a la partie achat, il y a la partie marketing, il y a éventuellement des commissions pour faire le référencement, etc. Donc un process multi-acteurs.
Et enfin, la troisième caractéristique, ce sont des délais qui sont très particuliers. Ils peuvent être très longs. Sachez que dans la partie non alimentaire, on traite le référencement des produits à peu près 1 an à l'avance. Donc Noël 2014 est traité en janvier, on va dire, janvier 2014. En alimentaire, les délais sont un peu plus courts, mais on tourne autour de 5-6 mois pour référencer un produit. Alors ça pose clairement un problème dans la gestion des données, puisque la disponibilité de la bonne information de manière aussi anticipée, elle est quand même difficile et relative. Voilà. L'autre particularité des délais, c'est que quelquefois, on est vraiment sur des délais extrêmement serrés, très tendus, où il faut réagir avec des appels d'offres sur des délais très courts. Donc on est à la fois très long, à la fois très court. Et pour ça, justement, la dématérialisation était tout à fait adaptée pour pouvoir nous aider à maîtriser ces 3 problématiques. Alors pour le groupe Cora, ça paraissait évident et c'est même devenu presque stratégique ou vital, parce que nous sommes d'une dimension, on va dire, modeste, avec des structures courtes au niveau des équipes centrales. Pour autant, nous gérons un nombre de produits qui est équivalent à n'importe quel groupe de distributeurs, puisqu'à partir du moment où vous avez un hypermarché, vous êtes amené forcément à gérer un nombre important. Donc un hypermarché de taille standard, autour de 12 000 m², il a à peu près 110 000 EAN. Enfin, excusez-moi, 110 000 produits. EAN, c'est le jargon pour parler de code barre. Voilà, donc pour notre groupe, c'était assez stratégique de pouvoir engager la dématérialisation. Ceci dit, pour les distributeurs, et alors comme pour les industriels aussi, le passage à l'acte, il est assez laborieux. Pourquoi ? Parce qu'on parle, alors tout à l'heure, Christine Foltier de Mondelez a parlé de ces différentes bases de données qui pouvaient exister chez un industriel et qui ne sont pas forcément connectées ou difficilement. Chez le distributeur, c'est pareil. C'est même peut-être des fois plus criant, puisque nous avons des structures quand même assez étendues, et pour chaque structure, il y a un outil. On a eu une évolution du parc informatique qui s'est fait de manière très progressive. Donc la grande distribution a démarré dans les années 60. On a accueilli l'informatisation dans les années 80, mais toujours avec cette volonté d'être pragmatique, efficace. Et du coup, c'était un besoin, un outil, un besoin, un outil. Et du coup, on se retrouve avec des patchworks d'applications et d'outils dans nos sociétés. Et nous avons du mal à vivre le choc de connexion. On peut l'appeler comme ça. Et c'est extrêmement laborieux. Alors aujourd'hui, on a réussi dans notre groupe à bien appréhender cette dématérialisation, sachant qu'elle se situe à 2 niveaux. Quand on parle de fiches produits électroniques, pour pouvoir la réussir, elle se situe dans la relation que nous avons avec les industriels, mais elle se situe également, en tout cas il y a un véritable enjeu dans la dématérialisation à l'intérieur donc, du distributeur, et en tout cas de la centrale d'achat, je vais vous le présenter, et de pouvoir aussi dématérialiser et synchroniser les données vers les différentes applications aval, et donc vers aujourd'hui les sites de vente en ligne pour donner un certain nombre d'informations aux consommateurs. Alors, je vous ai évoqué notre problématique. Nous avons imaginé la dématérialisation, donc, en tout cas à 2 niveaux, vis-à-vis des industriels et vis-à-vis de l'interne. Et nous nous sommes appuyés sur le standard de GS1, donc, qui permet d'échanger des fiches produits selon une norme bien établie. Mais nous sommes allés plus loin en mettant en place un outil interne qui permet de faire 3 actions. La première, c'est la collecte des données donc, que j'ai évoquées, au travers notamment des appels d'offres. On est les seuls aujourd'hui en France à avoir dématérialisé notre processus d'appel d'offres. Mais dans le cadre du référencement, j'évoquais tout à l'heure plusieurs acteurs, dans le cadre d'un process. Donc nous avons mis en place la dématérialisation du processus de référencement dans cet outil en mode collaboratif, selon un moteur de workflow. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc l'automatisation d'un process où une étape
ne peut se faire que si la précédente a été réalisée, avec un système de messagerie, d'alerte, d'information, pour pouvoir justement fluidifier ce process. Et enfin, la troisième action, c'est qu'une fois que les données ont été, les produits ont été validés, c'est de pouvoir les mettre à disposition des différents outils aval, que ce soit les outils logistiques, que ce soit les outils justement Internet. Alors, quand on parle de fiche produit, pour votre information, une fiche produit, elle peut contenir jusqu'à 200 données. Je vous affiche à l'écran les 3 types de données qu'on peut échanger dans le cadre de la norme de GS1. Il y a les données produits, les données tarifaires et les données opérations. Sachant que nous avons axé notre chantier justement sur la partie opération, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui rythme toute l'activité d'échange entre les industriels et les distributeurs. Vous pouvez constater dans vos boîtes aux lettres que vous avez toujours autant de prospectus. Justement, en l'an 2000, on disait ça va être bientôt fini. Et je peux vous dire que ça n'a pas arrêté d'augmenter. Alors, on va vers une dématérialisation également des offres promo. On le voit tous sur les sites, sur nos téléphones, on peut recevoir les prospectus et autres. Pour autant, aujourd'hui, on fait encore le constat que le prospectus papier est encore un déclencheur de visite des clients dans nos magasins. Voilà. Alors, en parallèle, on a une augmentation de la fréquence de nos sites de vente en ligne, mais la fréquence des magasins est encore importante. Bien, ceci dit, d'un point de vue gestion des données, gérer une opération qui est présentée en prospectus papier ou une opération qui est présentée en ligne génère le même flux d'échange de données. Et nous avons donc axé, j'évoquais tout à l'heure, la dématérialisation au travers des appels d'offres. Donc alors, juste pour le contenu des différents points, je ne sais pas si c'est bien lisible, mais dans les données produits, c'est ce qu'on appelle les données neutres, le descriptif, le libellé, la marque, les dimensions. Les données inco, je les ai mis en rouge. Les données logistiques, conditionnement, taille de carton, etc. Voilà. Il y a les données tarifaires, qui pour l'instant sont échangées qu'entre les industriels et les distributeurs. Et donc les données opérations, comme je vous l'ai dit, chaque fois une opération, c'est un libellé, un code, des périodes, une enseigne rattachée, des caractéristiques spécifiques, etc. Voilà. Alors pour l'alimentaire, en termes de statistiques, nous gérons 1200 fournisseurs. 100% de nos appels d'offres sont dématérialisés au travers de notre outil. Ils sont et entièrement automatisés. Nous recevons par mois, en réponse à nos appels d'offres, unités de besoin, 12 000 offres d'industriels. Et on en intègre chaque mois 10 000, sachant qu'on intègre des produits dans le cadre des appels d'offres, mais aussi dans le cadre de produits permanents qu'on échange régulièrement avec des mises à jour. Je vais vous montrer un schéma qui illustre justement la manière dont on échange les données. Donc à gauche, nous avons l'ensemble des industriels et à droite, en jaune, le distributeur avec ses différentes entités, donc la centrale d'achat et les enseignes qui peuvent s'y rattacher. Et on voit entre donc les deux entités ces fameux relais, ces fameux catalogues électroniques qui vous ont été présentés tout à l'heure, qui jouent le rôle de relais, de facilitateur. C'est les garants justement de la norme pour pouvoir échanger électroniquement les fiches produits. Donc nous avons un système d'échange avec, on voit une flèche qui symbolise les appels d'offres qui sont transmis à nos industriels au travers de ces catalogues, qui parviennent aux industriels, qui eux nous répondent au travers de ces boîtes, en rapport avec ces appels d'offres ou simplement directement la diffusion des fiches produits. Voilà. Alors ça, c'est dans le cadre dont on appelle ça des relations point à point. Ceci dit, nous sommes quand même en relation avec le réseau mondial qu'on appelle réseau GDSN. Il est symbolisé sur le bas. Nous sommes en mesure
grâce à cette normalisation, de recevoir une fiche produit aux normes GSA de n'importe quel acteur dans le monde. Voilà. Alors, il se trouve que c'est plutôt avancé en alimentaire, ça l'est moins en non-al. C'est historique, il y a moins d'intérêt, il y a une activité cyclique, ils sont moins enclins à aller vers des catalogues électroniques. Donc on a quand même conservé la possibilité à des industriels de saisir leurs données directement dans notre portail propriétaire, ce qui pour nous facilite les choses, parce que nous n'avons pas à ressaisir les produits. Alors cette dématérialisation, elle a 3 bénéfices. Productivité, fiabilité, réactivité. Nous avons obtenu des gains en productivité qui sont très significatifs. Je vous ai évoqué tout à l'heure en introduction la taille modeste de notre groupe et de nos effectifs en centrale, et on avait beaucoup de mal à supporter justement cette charge, cette masse de fiches produits, sachant que j'évoquais la multiplication des promotions. Elle a été, pour info, un peu générée en raison des différentes réglementations qui ont eu lieu, la loi Dutreil, etc., la loi Jacob et autres. Et il y a eu une multiplication des offres, et on avait réellement du mal à supporter, et heureusement que nous avions mis en place cette dématérialisation qui a été réellement opérationnelle en 2006. Alors, je vais vous donner un chiffre. Excusez-moi. Au niveau de nos opérations et notre gestion de produits, en alimentaire, quand en 2006, nous gérions, on va dire, 450 opérations, on en gère en 2013 1000, avec un effectif réduit de 10 à 15%. Donc on a tout simplement doublé notre activité avec quasiment le même effectif. Et pour la gestion des fiches produits, quand on en gérait 45 000 en 2006, on en a géré 123 000 en 2013. Donc là, on a clairement plus que doublé notre activité et notre force de frappe. Voilà. En non alimentaire, ça a été également à peu près dans le même ordre d'idée, même si les données dématérialisées passaient par un portail quand même de saisie. Voilà, ça c'est un chiffre qui est assez éloquent. Ceci dit, la dématérialisation facilite le mode d'échange, mais ne règle pas tout, notamment par rapport au contenu des données. Nous avons, grâce à la normalisation, amélioré sensiblement la qualité et la fiabilité des données. Par exemple, pour nos conditionnements, les conditionnements logistiques, aujourd'hui, nous recevons des conditionnements qui sont extrêmement fiables, où nous avons des tailles de carton ou des tailles de palettes qui sont tout à fait réalistes, puisqu'ils passent par des contrôles automatiques. Il nous arrivait parfois de recevoir des palettes de 10 mètres de hauteur, et ça passait dans les systèmes. Aujourd'hui, ça ne passe plus. Donc là, il y a clairement un avantage. Ceci dit, on peut très bien avoir des données logistiques justes d'un point de vue mathématique, mais de ne pas avoir le bon conditionnement. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un outil qui facilite les échanges, mais il y a quand même des humains qui décident d'envoyer un conditionnement par 48, alors qu'en fait, on attendait celui de 24. Voilà, bon. Donc il y a quand même des axes de progrès. Et puis ensuite, il y a quelques données qui ne peuvent pas être contrôlées d'un point de vue automatique, électronique, informatique. C'est par exemple des libellés, c'est même des unités de mesure. On va nous renseigner un poids de 125 grammes alors qu'en réalité c'est 360. Bon. Et justement dans les données INCO, il y a une... Je ne sais pas si vous avez connaissance de ces données INCO, il y a à peu près 40 champs. Donc on a évoqué les allergènes, la liste des ingrédients, il y a le nom de l'exploitant, l'adresse de l'exploitant, une dénomination légale, des suggestions, des modes d'emploi, etc. Il y a beaucoup de saisies. Et aujourd'hui, force est de constater que le contenu n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Voilà. Donc ça, c'était juste pour mettre un bémol et pour... autant on peut penser que la dématérialisation, c'est excellent, certes, mais ce n'est pas suffisant.
d'un point de vue global, on peut dire que cette dématérialisation procure quand même des intérêts partagés. Mais je pense que vous l'avez tous bien compris, parce que ça a déjà été évoqué, entre les industriels et les distributeurs. Donc on est sur une normalisation et sur l'unicité du mode d'échange. Alors ça a quand même un point assez crucial, puisque dans notre activité, par rapport aux délais que je vous ai évoqués, etc., nous recevons une fiche produit une première fois, mais nous la recevons encore, et encore, et encore, et encore. Il y a constamment des mises à jour. Soit parce que la donnée, à l'époque, n'était pas prête, n'était pas disponible, elle a été modifiée, etc. On en reçoit constamment. C'est une vraie problématique dans la grande distribution. Elle est réelle d'ailleurs dans tous les systèmes, dans toutes les activités. Hein, et pour les outils, savoir gérer une mise à jour, c'est un véritable défi. Alors l'avantage d'avoir cette dématérialisation au travers d'un tuyau et d'un mode d'échange bien défini, eh bien, c'est que on les reçoit par le même mode, avec une certaine traçabilité. On arrive à identifier aussi les mises à jour, dans la mesure où le récepteur fait un comparateur entre les données reçues et les données présentes. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, cette problématique de mise à jour. Donc, la dématérialisation facilite la mise à jour. Mais là aussi, elle ne règle pas tout. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, j'ai parlé de la fiabilité qui était améliorée et de la collaboration qui se fait justement dans le cadre d'un processus automatisé. Par rapport aux données INCO, on a clairement un défi majeur à pouvoir véhiculer des informations. Alors là, jusqu'à présent, je vous ai parlé des informations entre industriels et distributeurs. Et donc là, c'est de mettre à disposition ces informations auprès des consommateurs. Et c'est réellement un défi. Vous savez, en France, les règlements, les lois ont souvent structuré nos modes de fonctionnement, nos organisations. Et c'est particulièrement le cas avec les données INCO. Bien que ce règlement ait été adopté en 2011, on se rend compte à aujourd'hui d'une incroyable impréparation des industriels, petits ou grands, totale impréparation. Et nous sommes aujourd'hui très inquiets à l'échéance du 13 décembre pour pouvoir présenter à nos consommateurs des données complètes et des données fiables. Donc là aussi, c'est une façon de tempérer un peu le discours positif que j'ai eu par rapport à une certaine réussite, mais on a réellement de grosses difficultés à pouvoir collecter ces informations. On sent que chez les industriels, alors ça a été bien évoqué tout à l'heure, c'est une réelle difficulté de pouvoir coordonner les différents services qui sont concernés par ces données. On a parlé des services réglementaires, donc qualité, services R&D, le service packaging, les services marketing, etc. On sent que c'est assez lourd. Pour autant, bon, encore une fois, le règlement nous booste et nous pousse à le respecter. Donc on peut être confiant, mais c'est assez laborieux. Et on voit que la dématérialisation manque encore même si tout le monde est convaincu, ça manque encore de maturité, j'ai envie de dire, au niveau des organisations, au niveau des même de la disposition des outils qui ne sont pas suffisamment interconnectables. On est vraiment en train d'y aller. Nous, on en est persuadés, vous voyez, depuis l'an 2000, et puis on a aujourd'hui une situation plutôt satisfaisante en termes de dématérialisation. D'ailleurs, notre groupe a pris l'option, et on est les seuls à l'avoir fait, de demander ces données INCO uniquement au travers des catalogues électroniques. Nous n'acceptons pas les fichiers Excel. Alors, c'est louable, sauf que on a un peu de mal à les récupérer quand même. Donc on persévère. Pour les industriels qui sont dans la salle, sachez que vous avez un vrai défi à relever. Et par rapport aux données à afficher aux consommateurs, nous avons effectivement un réel besoin, une réelle attente de la part des consommateurs. Nous avons, nous, un site de vente en ligne donc de produits au travers d'un drive, Drive Cora, depuis 2010. Et nous avons régulièrement
des réclamations. Elles ne sont pas nombreuses, mais nous avons régulièrement des réclamations ou des remarques de clients qui nous font part d'incohérences dans les compositions, d'absence de mise en évidence de certains allergènes. On connaît tous la problématique du gluten. C'est vraiment une information que les clients attendent. Donc il y a réellement de grosses attentes. Alors le message qu'on essaie de faire passer aux industriels, alors certains le comprennent bien parce qu'ils s'équipent ou ils s'organisent avec des équipes, on va dire, dédiées web. Le message qu'on leur passe, c'est qu'il y a un formidable enjeu à relever commercial, mais également d'image auprès des consommateurs en fournissant une donnée qui soit très claire, lisible, fiable. Alors c'est une belle photo, une ou plusieurs. C'est évidemment un bon libellé, une belle dénomination, un argumentaire marketing qui soit adapté aux consommateurs et pas au monde du business. Donc évidemment, les compositions, etc. Donc la dématérialisation, elle va réellement nous amener à réussir ce pari, réussir ce défi. Il est un peu long. Bon, voilà. Mais on y croit quand même. Voilà, bon, j'ai fini pour ma présentation. Je suis à votre écoute pour si vous avez des questions. Est-ce que la fourniture de produits avec les informations du règlement INCO à court terme et à plus long terme, la dématérialisation, risque d'être un nouveau critère de choix de vos fournisseurs? Je vais même aller plus loin. C'est pas seulement un critère de choix, c'est que ça va être un critère de mise en ligne ou pas des produits. Parce que si on veut respecter le règlement, on ne peut pas mettre un produit en ligne, on ne peut pas vendre un produit s'il ne respecte pas le règlement, avec les infos minimum obligatoires, parce que ça peut varier selon les catégories de produits. Alors oui, vous avez raison, on parle de responsabilité, c'est vrai que j'aurais pu l'évoquer, mais je l'ai évoqué indirectement quand je parle de collaboration. Quand nous vendons un produit à un consommateur sur notre site, nous sommes responsables. Mais cette responsabilité, en réalité, elle est partagée, puisque les informations que nous mettons à disposition, c'est des informations que on nous a fournies. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on essaie de le faire comprendre à nos partenaires industriels pour pouvoir réussir justement finalement cette vente. Donc oui, c'est un critère, mais au-delà d'un critère de choix, c'est vraiment un critère de mise en vente des produits. Je voudrais vous poser une question concernant les traces des allergènes. Est-ce que vous allez les mentionner dans les informations dématérialisées, alors que c'est une information qui n'est pas obligatoire et même qui est simplement une mention complémentaire qu'ont décidé d'utiliser très fréquemment les fabricants? D'accord. Les traces d'allergènes que vous évoquez, généralement, elles sont indiquées dans la liste des ingrédients, n'est-ce pas? Après la liste des ingrédients, et ce n'est pas une mention obligatoire. Oui, tout à fait, mais elles le sont. Nous, la règle est très simple. Ce qui est indiqué sur le packaging, on veut l'avoir pour l'indiquer sur notre site de vente en ligne. Donc, si c'est indiqué effectivement à la suite des ingrédients, mais c'est quand même dans le même champ, nous les reporterons tels quels. Voilà. Par contre, dans le champ dédié aux allergènes, effectivement, nous n'indiquerons pas ces traces, parce que c'est une simple information. C'est une mention qui est souvent abusive. Voilà, c'est pour ça qu'il y a débat autour de ces mentions, puisque c'est une mention qui est souvent abusive. Elle sert d'effet parapluie aux fabricants pour... quand ils ne savent pas trop, ils marquent tout et on a... On le constate. On le constate effectivement parce que dans ce champ dédié qui est normalisé, donc le champ dédié où on attend que les réels allergènes, on constate que certains industriels nous mettent peut contenir des traces de gluten, etc. Et une autre question concernant donc les traces. Je ne sais pas si les grandes surfaces commercialisent en ligne des produits non préemballés, genre du pain. Oui. Oui. Et donc là, c'est vous qui faites l'étiquetage. Oui. Et donc sur le pain, il peut y avoir marqué les 14 allergènes à déclaration obligatoire sous forme de traces. Oui. On pourrait aller voir. Alors, je ne gère pas particulièrement la partie traditionnelle, mais je vous confirme que nous gérons une étiquette
spécifiques pour ces produits-là et que D'accord. nous affichons effectivement une composition. D'accord. Et donc vous avec avez du les personnel ingrédients. qui est formé pour faire de l'étiquetage de denrées alimentaires comme les industriels le sont. Oui, pour des secteurs bien définis, vous avez cité la boulangerie. Pour les autres secteurs comme le traiteur et autres, ce sont quand même des produits qu'on achète. Donc pour cela, on reçoit les informations des industriels. Mais pour les produits qu'on conçoit sur place, dans nos laboratoires, oui, c'est à nos équipes en magasin d'afficher la liste des ingrédients avec les allergènes. D'accord. Tout à fait. Vous savez que dans la réglementation INCO qui va arriver là en décembre, il y a un décret particulier qui concerne les aliments non préemballés. Et comment vous allez communiquer au consommateur sans qu'il ait à le demander la liste des 14 allergènes obligatoires sur les denrées non préemballées, c'est-à-dire dans la partie traiteur, charcuterie, fromage, poissonnerie et boulangerie. C'est déjà fait actuellement, vous pouvez aller voir notre site, il y a déjà des informations qui sont indiquées dans les ingrédients avec les allergènes. Voilà. Donc effectivement, il y a une disposition particulière pour ces produits-là. Je sais que nous allons la respecter. Je n'en ai pas la charge directe, je suis désolé, mais nous allons la respecter. Je voudrais juste savoir, comme ça, très rapidement, on a évoqué à chaque fois la question de l'ouverture des données. Vous, en tant que distributeur, et peut-être aussi en tant que producteur, parce que peut-être des produits sous marque propre, comment vous voyez cette ouverture sur la partie intrinsèque, caractéristique des produits, avec après toute cette information qui circule en open data auprès de tous les gens qui souhaitent s'en servir. Vous savez, l'ouverture, elle est de fait. Sur nos sites de vente en ligne, nous présentons nos produits avec des caractéristiques et finalement, tout le monde peut les récupérer. Oh, pour les experts, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. Ils savent récupérer des données en HTML et autres. Donc voilà, elles sont disponibles. Après, pour aller vers des solutions peut-être un peu plus élaborées, pourquoi pas. On est ouvert à l'idée. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Vous avez évoqué le gain de productivité pour le distributeur avec l'apparition de ces fiches produits. Je voulais savoir si en magasin, vous pouvez constater pour le consommateur qui ne serait pas connecté, donc celui qui n'aurait pas d'application de smartphone en magasin, un avantage avec de toute cette évolution en fait, de cette dématérialisation de l'information ou pas? Il n'y avait pas de lien direct avec les consommateurs jusqu'à présent. Toutes les données que nous échangeons, c'est vraiment de la donnée qui est contenue chez le distributeur. Après, le lien direct, ça peut être la dénomination pour l'étiquette de vente, les informations. Alors aujourd'hui, ça va être clairement sensible, et visible avec les données INCO. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on n'avait pas pu le mesurer. Ce que le consommateur pouvait avoir sur son téléphone, sur sa tablette, c'était simplement le prospectus qu'on met en ligne avec les informations sommaires. Donc le produit, la photo, le prix. Donc ça, tout le monde peut l'afficher, même les informations sur les sites Drive. Alors, je vous dis ça, mais en même temps, c'est vrai que dans les données que nous collectons actuellement, nous demandons un argumentaire, ça ne rentre pas dans les données INCO, mais l'argumentaire web du produit, nous le demandons également. Donc, nous attendons effectivement un progrès pour le consommateur au travers de ces données que nous allons collecter. Mais nous n'avons pas encore vraiment mesuré. La question est faussement naïve. Pourquoi vos effectifs ont diminué autant? Je dis faussement naïf parce que en fait, on entre dans une période où vous avez à la fois géré du traditionnel en termes et du déjà dématérialisé. Donc c'est double, c'est plutôt plus de travail et plus de besoin d'effectifs. Alors que votre entreprise a anticipé peut-être la productivité que vous évoquiez avec déjà dans les effectifs, non? Comment ça se passe? Dans le secteur alimentaire, j'ai évoqué 10 à 15%, c'est peu par rapport au nombre que nous étions. C'est-à-dire qu'en clair, sur le périmètre, on appelle ça PGC, produit de grande consommation, donc j'écarte la partie traditionnelle.
on avait 29 assistantes, on n'en a plus que 26. C'est déjà très peu. Pour ne pas citer un confrère ou deux, je sais qu'il tourne autour de 100 assistantes sur le même périmètre. Voilà. Donc la réduction en alimentaire, elle est très faible. On a une réduction importante en non alimentaire. Je ne l'ai pas cité oralement, mais vous l'avez peut-être vu sur le diapo, on parlait de 45% de réduction d'effectifs en non alimentaire. Parce que là, réellement, on va dire que c'est un marché qui est vraiment en baisse chez tout le monde. Non alimentaire baisse dans toute la grande distribution, enfin dans la grande distribution alimentaire. Donc c'est la principale raison. Et donc un recentrage des activités et réellement le gain de productivité. Voilà. Mais pour la partie alimentaire, en fait, on a un effectif qui est à peu près identique. Et voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison de dire que on est en train de générer de plus en plus de travail, de charges, notamment dans le contrôle des données. Donc on est en train de s'organiser avec... alors dans notre groupe, nous avions fait le choix de laisser la gestion des données à chaque acheteur avec son assistante, volontairement. Ce n'est pas le cas de chez tout le monde. Il y en a qui centralisent la gestion des fiches. Nous, on est dans un mode collaboratif industriel-distributeur et c'est chaque acheteur qui est responsable des données. Ce qui fait que moi, j'avais une équipe de une personne en alimentaire, simplement pour orchestrer l'ensemble. Là, je viens de monter à 3 pour justement intégrer la partie web et la partie contrôle de données. Voilà. Mais vous voyez, on est sur des chiffres assez modestes pour une volumétrie qui est quand même conséquente. Oui, vous avez parlé du nombre important d'informations, de modifications, etc. Vous avez parlé aussi dans votre présentation du nombre considérable de références que vous avez à gérer. Et moi, je suis convaincu qu'il y a un travail de fond à faire, aussi bien du côté des industriels que du côté des distributeurs, pour essayer d'optimiser justement le nombre de références. C'est un travail qui peut gagner d'un côté. Du côté des industriels, justement, c'est ce que l'on fait d'ailleurs, en essayant à réduire le nombre de marques, réduire le nombre de références. Et du côté des distributeurs, vous avez parlé de ces promotions qui ont doublé, triplé, je ne me souviens plus exactement, et donc qui sont liées aussi un peu à cette guerre des prix que vous avez entre vous. Tout cela au détriment aussi d'un consommateur qui, moi je fais mes courses aussi dans les supermarchés, et où vous voyez d'ailleurs des rayons très difficiles à lire. Vous prenez les produits frais, par exemple, je cite cela pour savoir où vous y retrouvez. Donc je crois que là, il y a un travail un peu collectif de coopération entre les uns et les autres pour arriver à un monde un petit peu plus simplifié, de façon à ce que chacun s'y retrouve sur le plan de la rentabilité de ses opérations, que ce soit les industriels, que ce soit les distributeurs, et aussi le consommateur en ayant une vision un peu plus simplifiée des choses. Et donc, sinon, il risque aussi d'être noyé sous un flux d'informations, et trop d'informations tue l'information aussi également. Donc voilà, c'était juste un commentaire. Je ne sais pas ce que... Je confirme que nous faisons face à, comment dire, un peu comme pas une fuite en avant, mais en tout cas une course à la différenciation, effectivement, il y a la guerre des prix qui fait qu'il y a une multiplication des références, quelquefois un peu, comment dire, pas factice, mais enfin, on va trouver le même produit présenté sous une forme un peu différente en termes de lot, en termes de 3+2, etc., avec des offres qui se multiplient. Vous savez, il y a un peu on vit un dilemme presque schizophrène dans la grande distribution, parce qu'on essaye de satisfaire les consommateurs qui sont toujours en attente de prix. On essaye d'apporter du choix, parce qu'il y a une volonté de nouveauté. Vous avez vu le nombre de nouveautés qui sortent. Il y a tout le temps ce besoin de renouveler les rayons, etc. Mais c'est vrai que ça démultiplie les références et ça devient difficile à gérer pour les distributeurs. Et effectivement, pour le consommateur, c'est effectivement une vraie forêt. Il y a des travaux d'optimisation, mais qui sont à chaque fois, dépassés par
ce besoin nécessaire d'avoir de la diversité, des nouveautés, etc. Voilà. Donc voilà, je confirme votre propos. Et j'ai pas de, comment dire, de prédiction à faire. J'ai l'impression qu'on va encore continuer avec beaucoup de différenciation et beaucoup de nouveautés. Bien, merci de votre attention.